Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Jean-Auguste Dominique Ingres, 1780-1867. Oedipe explique l'énigme au Sphinx, version de 1827, Musée du Louvre, Paris. Mais que vois-je? Qu'est-ce que c'est que ce doigt? Bah oui. Qui est un petit peu... Qu'est-ce que c'est que ce doigt tendu vers le Sphinx, genre doigt d'honneur? Oh là là. Ah, Ouais. je trouve que... Non mais je rêve ou quoi? Oedipe lui fait un doigt d'honneur au Sphinx. Oh là là. Et gonflé cet Oedipe, cela serait-il possible? Oh là là, oui, faut évacuer parce que sinon... Non, j'arrête et puis à un moment... On pourrait le croire en tout cas, même s'il y a peu de chances que Jean-Auguste Dominique Ingres ait voulu donner cette signification à ce geste, les codes gestuels qui évoluent sans cesse n'étant plus tout à fait les mêmes depuis le début du 19e siècle. Ne pratiquons pas l'anachronisme gestuel, oh non, surtout pas, surtout pas. Ah oui. Bon, allez. Même si en donnant au Sphinx la bonne réponse à la fameuse énigme qui ouvre le passage vers la ville de Thèbes, et que je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler, c'est sans conteste une sorte de doigt d'honneur intellectuel que Oedipe fait au Sphinx en tout cas. Halte. Et maintenant, je commence à comprendre vos méthodes et par quelles manœuvres vous enjôlez et vous égorgez les voyageurs. Doigt d'honneur au Sphinx que nous interpréterons en se rapportant à la signification de l'époque où il fut peint comme un doigt tendu entre autorité et manque d'assurance au moment de la réponse. À défaut, on peut aussi le ranger dans la catégorie chafouine des chatouilles sous le menton, pour ne pas dire entre les deux tétons, une signification intemporelle, la chatouille. Et maintenant, je vais te donner un spectacle. Je vais te montrer ce qui se passerait à cette place, Édipe, si tu étais n'importe quel joli garçon de Thèbes, et si tu n'avais eu le privilège de me plaire. Sauf que là, si Oedipe ne répond pas, eh bien, il n'aura pas de seconde chance, et la créature à la poitrine en obus, aux ailes d'aigle et aux griffes de lion le déchiquettera comme un vulgaire machin à 3 balles. En témoigne le pied coupé du pauvre bougre qui gît dans le charnier en bas de la toile à gauche, et l'air effrayé du compagnon d'Oedipe, qui n'ose même pas s'approcher, et file doux dans le lointain. Non andare, è inutile! Morirai! Ce geste du doigt, reproduit sur plusieurs représentations anciennes d'Oedipe et du Sphinx, peut aussi signifier « j'ai trouvé », montrant ainsi son cheminement laborieux vers la connaissance, et son aboutissement. En réalité, le geste est indissociable de la posture antique, un rien précieuse, issu de la tragédie grecque de Sophocle, qui, le premier, mit en scène Oedipe. Je dis que sans le savoir, tu as avec tes proches des relations infâmes, et que tu ne vois même pas à quel degré d'abjection tu es arrivé. Pasolini, dans son Oedipe, ne prendra pas tant de gants, si je peux dire, et même Cocteau, avant lui d'ailleurs. Mais dans cette toile d'Ingres, tout est posture antique. Le compagnon effrayé à l'arrière-plan. Ah bon, alors il y avait vraiment un compagnon, Oedipe? Bah oui. Avec son garde du corps, bon ben... Le pied du cadavre de voyageur, cité plus haut, et les 3 vieilles côtelettes qui dépassent et qui n'appartiennent d'ailleurs sûrement pas à la même personne que le pied, une posture façon étalage de boucher qui a valeur d'avertissement. Attention, attention, Achtung, Achtung, ici ça barde. La figure glaciale du Sphinx, plongée dans une angoissante pénombre de circonstances, en témoigne. Immobile comme un vieux radar sur le bord de la route, tout prêt à flasher tout ce qui passe. Il en existe de multiples représentations de cette estafette de malheur, planquée dans un virage derrière un saule bien pleureur. Celle choisie par Ingres pourrait être facilement qualifiée de transgenre, avec son tiers de lion, son tiers d'aigle et son gros tiers de buste de femme à poitrine menaçante, tendue vers l'adversaire. Je dévide, je déroule, j'enroule de telle sorte qu'il me suffira de vouloir ces nœuds pour les faire et d'y penser pour les tendre ou pour les détendre. Si Ingres a choisi ce sphinx à tête de femme, qu'il serait plus juste d'ailleurs d'appeler une sphinge, fille de Typhon et d'Échidna, ce n'est pas par hasard. Bah oui. Dans l'Antiquité, il y avait une différence symbolique majeure entre les sphinges à tête de femme, donc, et les sphinx à tête d'homme, donc. Le sphinx à tête d'homme, comme celui
celui célèbre de la pyramide de Gizeh, dont la tête est celle du pharaon Képhren, dégageait une image plutôt bienveillante. Il était celui qui gardait l'entrée de façon symbolique et apaisée, comme on dirait aujourd'hui. Raison pour laquelle son image fut reprise plus tard dans la symbolique maçonnique comme gardien de l'entrée du temple. Nonobstant, bon, c'est d'un point de vue royal hein, que je parle. Oui, non, mais je... D'un point de vue royal. Il en va tout autrement pour la sphinge, à tête de femme donc, de la mythologie grecque, qui dévore tout ce qui passe à proximité. Notez que sphinx et sphinge existent aussi dans les cultures anciennes de l'Asie. Plutôt sphinge à pied de gallinacés ou de hérons chez les Khmers, dont les temples en sont truffés, et plutôt sphinx un peu disloqué, avec de grosses boucles d'oreilles en Inde du Sud, où il est connu sous le nom sanskrit de Purushamriga, ce qui signifie la bête humaine. Quant à Oedipe, le pauvre bougre, il en passerait presque au second plan alors qu'il occupe le premier. Il est là, avec son petit doigt recourbé, nu, et sa réponse toute prête, la jambe gauche posée sur une grosse pierre qui passait par là, dans la position d'une hôtesse d'accueil du salon de l'agriculture, le rideau tiré du côté opposé à la caméra de surveillance. Tout prince qu'il est, c'est certain qu'il a beaucoup, des fois, de difficultés, notamment difficultés d'ordre familial. Posture de l'aimable conversation, presque mondaine, pour celui qui va tout de même finir par tuer son père, épouser sa mère, et errer le reste de sa vie aveugle, conduit par sa fille Antigone, qui est aussi sa sœur puisqu'elle est le fruit des amours incestueuses d'Oedipe avec sa propre mère. D'un point de vue royal. Vous me suivez toujours, ça va ? Malheureux. Aveugle que tu es, des oreilles, de la tête, des yeux. Tu lances des mots que d'autres, que tous vont bientôt lancer contre toi. Seul Pasolini, dans son adaptation de la tragédie de Sophocle, fera tuer le sphinx par Oedipe avant même qu'il réponde à son énigme, lui déniant ainsi toute légitimité à poser des questions aux hommes sur leurs conditions. C'è un enigma nella tua vita. Il y a une énigme qui assombrit ta vie, lui dit le sphinx. Non lo so, non voglio saperlo. Je ne veux pas la connaître, répond Oedipe, et il se jette sur le sphinx en lui plantant son épée dans la poitrine. È inutile, l'abisso in cui mi spingi è dentro di te. Eh bien oui, c'est qui ce sphinx après tout, avec toutes ces énigmes idiotes? Le doigt de l'Oedipe d'Ingres a donc peut-être bien finalement un double sens après tout, en tout cas inconsciemment. Eh bien oui, de quoi faire prendre une deuxième fois la route de Thèbes au bon Sigmund, peut-être. Ponctuation sonore. Oedipus Tyrannos, tragédie de Sophocle, 425 avant l'ère chrétienne. Oedipus Rex, film de Pier Paolo Pasolini, 1967. Georges Enesco, Oedipe, 1936. Yanis Xenakis, Oresteia, les coëphores, pour chœur d'enfants et instruments, 1966. Jean Cocteau, La machine infernale, scène du Sphinx, dit par Jean Cocteau et Jean-Pierre Aumont. Les Deschiens, le prince régnait. Bon, je dis, on n'a pas envie d'être à sa place,